Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et là, vu comment je décidais de faire une vidéo dédiée à toute une semaine de catch que j'ai pu regarder et pu voir ces temps-ci, et que je vais beaucoup en parler, justement, je vais beaucoup en parler de ça, et que c'est une vidéo qui me permet d'un peu me retirer de tout et de rien, vu comment vous savez que vous avez l'habitude d'entendre des reviews et voir surtout mes reviews sur les DVD de catch, et que là maintenant, pas de review, mais on va dire une semi-review de ce que j'ai vu pendant les semaines de catch, si vous permettez bien. Du fait que ça ne vous dérange pas, je dis bien ça, je ne dis rien, bien sûr. Parce que oui, je suis obligé d'en parler de quoi que ce soit. Mais avant qu'on commence, même si je l'aurais dit peut-être une ou deux fois, mais ça concerne Total Kawada, je tenais à te remercier, vu comment j'ai eu mon petit cadeau qui sera découvert le jour de Noël, vu comment je ferai une vidéo consacrée à mes cadeaux de Noël, et que ça c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, et que je tenais à le mettre de côté et te le dire merci, merci à tout. Que ce soit merci à toi et à mon pote de toujours. Donc pour ça, je te remercie du fond du cœur. Et, et voilà, ça m'a vraiment bien fait un bien fou. Et surtout la fruit de la dédicace. La dédicace que tu m'as, on va dire, donnée est incroyable hein, en tout cas. Vraiment incroyable, hein. Ça concerne une catcheuse ou un catcheur, je crois, qui s'appelle Dynamite Kasai de GWP, une fédération, je crois que c'était une ancienne fédération japonaise. Voilà. Mais en tout cas, sinon, très très sympa. Je te remercie pour la dédicace. Et que, vu comment je suis maintenant là pour parler de tout ce qui concerne l'actualité catch et de ce que j'ai regardé lors de WWE Survivor Series War Games. Ah, faut dire, mes journées ont été chargées et aussi mes programmes ont été chargés. Et c'est pour ça que je suis heureux d'en parler. C'est que d'abord, on va parler d'un côté négatif comme du côté positif. Donc d'abord, on va parler du côté négatif de ce qui se passe de chez AEW, parce qu'en ce moment, on se demande, qu'est-ce qui se passe à l'AEW? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait on en est arrivé là? Comment ça a petit peu se passer, quoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Mais tout ce que je sais, je vais un petit peu dire des choses dans le vent, mais que il y en a des matchs que je vais un peu passer parce que j'ai pas trop la motivation d'en parler. Mais en tout cas, c'est un truc et un sujet que je tenais à dire bah, tout particulièrement, c'est que au sujet de ce qui s'était passé lors du dernier Dynamite, lors d'un match, je crois que c'était un match 4 contre 4, l'équipe de Golden Gents contre l'équipe de Ambasai, l'équipe de Prince Nana. Eh ben, je me rappelle d'un spot de vélo, mais d'abord, je me rappelle d'un autre gros spot qu'il y a eu. C'est quand Paul White, donc aka Big Show, se fait prendre un body slam de la part de Power of Hobbs sur une bagnole. Et que ça va le mettre totalement hors du match. Mais après, il y a eu tellement de dingueries sur dingueries sur dingueries, et que il y a eu un spot avec les vélos. Donc, Kota Ibushi, le catcheur japonais Kota Ibushi, a pris le vélo, et qu'il n'est pas tout à fait stable sur le vélo, et que lors du vélo, eh ben, il y avait une barre de fer. Donc, il commençait à rouler sur un vélo. Et d'ailleurs, c'est l'image que vous voyez actuellement. Il commençait à rouler à 2 à l'heure sur un vélo. Et le truc que j'ai remarqué, c'est que je l'ai remarqué en plus, j'étais pas tout seul à le voir parce que non seulement je l'ai vu sur YouTube, sur Internet et même à la télévision française, vu comment j'ai regardé Warner TV Next, et que oui, maintenant j'ai enfin la chaîne pour regarder, et ben je vois ça, ils donnent des coups de barre de fer sous les adversaires et que les adversaires vont comme s'ils ont réellement mal, alors que ce sont des petits coups, ça fait comme
bah, comme un petit bâton, quoi, un tout petit bâton et que ça fait rien. Et ben ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais nom de Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Franchement, c'est c'est à cause de ça que, voilà pourquoi certaines personnes disent que le catch est chiqué. Parce que de voir ce genre de truc, ça laisse entendre, hein. Vraiment, ça laisse entendre certaines personnes qui sont capables de profiter sur l'occasion en disant que c'est chiqué. Et que moi, j'ai vraiment un problème avec ça. Et d'ailleurs, quand j'ai vu ça, j'étais pas content. Et que je me suis dit, mais pourquoi tu frappes pas correctement? Pourquoi tu frappes pas pour de vrai? Au lieu de frapper comme des tapettes. C'est nul, c'est ridicule. Bon, après, je me rappelle des spots sur les vélos, hein. Par exemple, un brainbuster sur un vélo, le jeter de vélo sur l'adversaire. Et que après, ben voilà, j'en dis pas plus, si ce n'est que si jamais vous n'avez pas vu, normalement, il est facilement trouvable sur YouTube. Vous pouvez le voir. Mais après, si jamais vous êtes déçu et que vous dites, en fait, il touche pas pour de vrai. Ben justement, il touche pas pour de vrai. Et ça, comme je l'ai dit, c'est ça que ça donne une mauvaise image au catch. De faire de la merde comme ça. Et d'ailleurs, de la stupidité. Franchement, ces temps-ci, on a eu que de la stupidité, hein. Vraiment que de la stupidité durant l'année qui s'est passée à l'AEW. Parce qu'il faut savoir, c'est que l'AEW commence à passer une pire année. L'année passée, c'était, on va dire, une situation de fin d'année un peu mouvementée, mais au moins le reste, ça a été un peu nickel. Mais que là, maintenant, en 2023, leur année, euh, c'est, c'est un coup d'épée dans l'eau, franchement, hein. Eux qui veulent créer du bon contenu, eux qui veulent créer une fanbase un peu différente à celle de la WWE, notamment une fan de niche qui préfère voir de la stupidité et qui font Oh, oh, this is awesome, this is wrestling fight forever, etc. Bref, un public de niche qui savent qu'ils sont en train de faire de la merde, mais qu'ils encouragent ces gens qui font pas bien le taf. Et que moi, je me suis dit, mais ok, c'est du catch, ok, il y a le côté divertissant qui s'installe, mais de réaliste, il n'y a pas le côté réaliste. Donc ça, c'était pour le côté coup de gueule du segment de vélo, parce que j'ai pas envie trop de m'attarder dessus, et que pour moi, c'est un peu honteux de voir ça. Mais concernant le PPV de la EW Full Gear, auquel je n'ai pas encore vu à la télévision française, mais que j'ai vu sur Internet, et que je pense peut-être que je peux peut-être en parler de tous ces moments-là, si ce n'est que on a commencé avec l'opener du show. On a commencé avec l'opener. Donc, on a commencé avec Sting, Darby Allin, Adam Copeland, aka Edge, qui sont accompagnés par The Nature Boy, Ric Flair. Wouh! Oui, Ric Flair, il est All Elite. Il est All Elite et il accompagne Sting pour ses derniers instants sur le ring, parce qu'on a entendu par là que Sting, il est vraiment proche de la retraite, à ce qui paraît pour de vrai. Et que même en le voyant catcher Sting, même s'il n'a plus la force d'antan où il pouvait faire ce qu'il voulait, eh ben, ça se voit qu'il a encore ce petit truc de quelque chose et que c'est impressionnant à son âge de faire des trucs comme un vrai jeune le ferait. Mais sauf que au moins Sting, c'est pas un vieux con inconscient, il sait comment se préserver, alors que certains ne savent pas comment se préserver. Même si je pensais un peu que Darby Allin était un peu une tête brûlée qui pense pas se préserver. Oui, il a le côté tête brûlée, mais au moins il sait quand même écouter les conseils des anciens. Pas comme certaines personnes, pas comme un certain Young Bucks, et pas comme Eggman Page, honnêtement. Ceux-là, on va dire, ceux-là, ils n'écouteront jamais les conseils des personnes, ils deviendront même pas des personnes dans le milieu. Ils auront, on va dire, une mauvaise réputation pour être les pires trous du cul du catch, malheureusement. Et bien sûr, face à Sting, Darby Allin et Adam Copeland, ils ont qui? Christian Cage, Nick Wayne et Luchasaurus. Et que le match était très excellent, et que c'était la victoire des Heels, je crois. Des heels. Non, 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 c'est des Face.
c'est la victoire des Faces, donc Adam Copeland, Sting et Darby Allin, qui est, ma foi, assez positive. Donc c'est un meilleur match de l'opener. Après le reste qui va suivre, ben, c'est un peu, on va dire, le match un peu catastrophique, notamment le match entre John Moxley et Orange Cassidy. Et que, bien sûr, ce match est un peu une parodique au match de Roman Reigns contre Brock Lesnar, parce que je sais pas ce qu'il a, Tony Khan, mais on dirait qu'il veut faire de Orange Cassidy un Roman Reigns, alors que ça n'a pas de sens, et que Roman Reigns est plus, on va dire, charismatique, même plus vendeur, et plus grand que Orange Cassidy en termes de star power, parce que faut dire, Orange Cassidy, il est plus connu pour le côté fan de niche que le côté fan internationaux, alors que John Moxley et Dean Ambrose, lui, j'ai rien d'autre à dire, même si je pense qu'il fait un peu n'importe quoi. Et pourtant, c'est un bon lutteur, John Moxley, je ne vais pas le nier. C'est un très bon catcheur, John Moxley, mais il a la fâcheuse tendance un peu à se rendre lui-même ridicule, comme, comme par exemple, il adore être badass, il adore saigner abondamment, c'est lui qui saigne le plus et c'est lui qui gère comment ses matchs alors qu'il a un comportement de merde, il n'a pas un physique hyper athlétique et que c'est quelqu'un qui l'emmerde le monde. Alors que je pense que John, il aurait pu faire mieux, franchement, vraiment faire mieux, même face à son match face à Orange Cassidy, il aurait pu faire mieux, franchement. Et pourtant, c'est une victoire de Orange Cassidy, qui a conservé son titre international, et dire que John Moxley était champion, mais il a fallu d'un botch de Rey Fenix pour tout niquer tout ça, et que maintenant je pense qu'il va pas catcher avec Rey Fenix une nouvelle fois. Donc pour ça, je comprends qu'il ne veut pas catcher face à quelqu'un qui a failli lui ôter la vie. Mais aussi en match, j'ai pas trop été investi en ce match. Je préfère passer. Euh, Match pour le titre féminin, pour le titre du monde féminin de la EW, entre Toni Storm contre Hikaru Shida. Un match que j'ai trouvé un peu sympa, vraiment sympa, surtout quand c'est Toni Storm qui a fait un peu sa Marilyn Monroe version catch. Donc oui, c'est une Marilyn Monroe catcheuse, vu comment c'est une fan de Marilyn Monroe, parce elle a vraiment la même dégaine que Marilyn Monroe, la même coiffure, même, je crois, grain de beauté au niveau de la lèvre, je crois. Et, euh, et le côté comédie qu'elle dégage, hein, parce que c'est vrai que je trouve que ça a de l'idée et ça lui va correspond bien. Honnêtement, il n'y a pas à dire, elle fait quand même du bon taf et que c'est quand même une bonne catcheuse, Toni Storm, même si à la WWE elle n'a pas eu le potentiel qu'elle méritait, et pourtant elle a quand même, des trucs à en tirer. Il y a pas à dire. Mais malheureusement, ça n'a pas été exploité. Dommage. Et qu'elle a remporté son match face à un Rip Attack, donc un coup de cul, mais pas n'importe quel coup de cul, parce que c'est vrai qu'il y en a qui adoraient se prendre un coup de cul au visage, que ce soit des femmes, que des mecs. Je parle bien aux mecs qui adorent se recevoir des coups de cul, ou alors vous pensez autre chose, mais je dirais pas plus. Mais en gros, un coup de cul en métal. Donc, Hikaru Shida s'est reçu un coup de cul en métal. Donc, c'était une plaque en métal qu'elle a mis sous son fessier, qu'elle a fait un rip attack avec. Et c'est comme ça qu'elle a remporté son match avec le titre, justement. Et même si je vais un tout petit peu mélanger la plupart des trucs que j'ai vus, après le match qui m'a un peu vraiment pas plu, c'est le match de Texas Deathmatch entre Eggman Page et Swerve Strickland. Et que devinez quoi? Ce con et ce connard de Dave Metzler a noté un 5 étoiles à ce match-là. Et pour cause, hein, ce match-là est une insulte au business du catch. Parce que même Kozak, on en a même dit, il en a même dit sur sa vidéo, comme quoi ils sont en train de tuer le business, ils sont plus vendre les coups et les prises les plus dangereux à leur adversaire, même les objets qui font mal, eh ben ils sont même pas en train de vendre. Donc, quand je vois ça, je me suis dit, mais non, mais qu'est-ce que vous faites? Ok, la rivalité de Swerve Strickland et Eggman Page,
est à son paroxysme, parce que Swerve Strickland, il a été chez Adam Page, où il a été voir sa maison, où il a vu qu'il avait un berceau où il y avait son bébé, quoi. Eh ben, il était presque allé jusqu'au bout, mais sans plus. Eh ben, quand je vois ce match-là, certes, ça peut être intensité, mais Adam Page, c'est vrai qu'il n'y a pas à dire qu'il s'est pas catché comme un face. Et qu'il fait des trucs à la con. Vraiment des trucs à la con. Et au moment où ils avaient pris un agrafeuse, certes, ça fait mal qu'on se reçoit un agrafeuse dans le front, dans le joue, dans les pectoraux, dans les muscles du bras, mais à un moment donné, tout ce que je me rappelle, c'est qu'après ça, ben, ils vont plus vendre le coup d'agrafeuse. Et je me suis dit, mais non, mais vous n'êtes pas censé faire ça. Ça fait mal, bordel, une agrafeuse. Pourquoi vous vous infligez comme ça une telle douleur? C'est moi, quand j'ai l'impression d'être fan de catch, je me dis, mais c'est quoi l'arnaque à tout ça? Parce que, ok, on peut bien y croire, ok, on veut bien jouer la comédie en tant que fan de catch, mais faire ça, de tuer le spot des punaises, des agrafeuses, des barbelés, qu'on fait genre qu'on a pas mal, c'est, c'est problématique. Parce que déjà, des trucs comme ça fait mal. Et de faire genre qu'on a pas mal alors que ça fait mal, c'est censé faire mal, c'est, c'est grotesque. C'est grotesque. Et j'irai pas plus loin dans ce match-là, si ce n'est qu'ils font n'importe quoi. Et c'est une victoire de Swerve Strickland qui a servi pour moi à rien. Tout simplement, pour moi, ça a servi à rien. Et après ça, ben, on aura le match de l'échelle entre quatre équipes. Il y a l'équipe de Ricky Stark, Big Bill contre FTR, Dax Harwood et Cash Wheeler. House of Black, Malakai Black et Brody King. Et Rouge avec... je sais plus comment il s'appelle l'autre. J'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Ben, on va dire c'est un peu The Lost Ingor Bernables of Mexico. Mexico, bien sûr. Euh, Est-ce que c'était bien? À vrai dire, oui. Oui, il était très bien. Mais en revanche, quand on voit des Spotfest ou des trucs qui va un peu dans tous les sens, on a du mal à suivre. Et d'ailleurs, moi, j'ai du mal à suivre quand je vois ça. Je m'y perds quand j'en parle en plus. Et que le point positif à tout ça, c'est victoire de Ricky Stark et de Big Bill. Voilà, sympa. Et suivi du match féminin pour le titre TBS entre Julia Hart contre Chris Statlanders contre Sky Blue. Alors, qui sont ces femmes-là? Eh bien, Chris Statlander, c'est une des meilleures lutteuses, et pourtant, auparavant, elle avait une gimmick assez bizarroïde, celle d'une alien qui communie avec les Martiens ou les aliens, quelque chose comme ça. Je m'en rappelle au tout début de Chris Statlanders. Et qu'elle est la vraie copine de Orange Cassidy, à ce qui paraît. À ce qui paraît, je dis bien ce qui paraît. Je peux me tromper, mais ça valait le coup d'en parler. Et qui est Julia Hart? Eh ben, c'est une jeune fille blonde, on va dire ça comme ça, une jeune fille, car à ce qui paraît, elle aurait 22 ans, 23 ou 21 ans. Mais en tout cas, elle est considérée comme l'une des plus jeunes catcheuses actuellement dans le roster, à ce qui paraît, alors que c'est pas la première ni la dernière. Et que elle a rejoint il y a un an la House of Black, avec justement ben, Malakai Black, Brody King et Buddy Matthews, qui est Buddy Murphy, bien sûr. Bien sûr, Malakai Black, c'est Tommy End ou Alistair Black, si vous préférez. Et ben, elle avait rejoint cette faction de la maison noire, tout simplement. Et Sky Blue, qui est Sky Blue, c'est aussi une jeune lutteuse, très prometteuse, mais qui n'est pas, on va dire, encore très, 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 très près. Pourtant, on sait qu'elle a un peu de l'expérience, elle a un tout petit peu d'expérience, pas la même expérience que Chris Statlanders, mais on va dire, elle n'est pas, on va dire, à un niveau encore plus supérieur, quoi. Mais elle est prometteuse, même si, selon Kozak et selon Jim Cornette, elle fait de l'audience parce que certaines personnes matent son beau cul, à ce qui paraît. À ce qui paraît, ben, elle fait de l'audience parce que les gens sont abonnés à la chaîne
ou parce que il regarde tout simplement parce qu'il y a Sky Blue et parce qu'on adore voir son derrière, donc on adore voir son fessier. Euh, Si vous n'êtes pas pervers, vous pouvez regarder cette pluteuse sans regarder autour, mais par contre, si vous êtes des pervers et que vous regardez bah, ça, c'est dur à dire, et c'est même dur de se concentrer à la fois. Mais bon, au moins, elle fait de l'audience, elle peut au moins être fière, ça peut même compenser une fanbase de Sky Blue. Vu comment on sait que sur Instagram, eh ben, il y a une fanbase du fétichiste, parce que j'aimerais bien dire une fanbase de fétichiste du fessier ou des seins, ce que vous voulez, eh ben, il y a des trucs comme ça, surtout sur Instagram, et je vois ça, je me suis dit, eux, c'est sûr, ils sont obsédés par le cul. Ils sont obsédés. Oh mon Dieu, que des photos de ça, franchement. C'est pas que c'est une horreur, mais je comprends qu'on peut aimer, vu comment il y en a qui pensent, oh, c'est la plus belle chose qu'on ait jamais vue. Mais bon, si c'est pour la perversité ou comme si vous pensez pouvoir aller, je veux pas aller très loin, mais bon, vous avez compris le délire, quoi. Bref, j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que c'est victoire de Julia Hart qui remporte le titre TBS et que c'est la plus jeune championne de l'histoire, selon les critères de la AEW. Et on a eu aussi un segment sous le ring avec Tony Schiavone qui nous accueille un catcheur qui venait de la New Japan, à la base même de Impact, qui s'appelle Will Ospreay, qui est considéré comme certains comme le meilleur catcheur du monde, de la planète. Donc le catcheur anglais que je l'appelais à un temps le Ricochet anglais, qu'il a signé, qu'il est All Elite et qu'il va, on va dire, triompher à la WWE, à la AEW, même si je me rappelle des rumeurs comme quoi la WWE est intéressée par lui. D'ailleurs, c'est exactement le cas. Ils sont intéressés par lui. Ils ont un œil sur certains catcheurs. Par exemple, ils ont un œil sur Jay White, ils ont un œil sur Kenny Omega, ils ont toujours un œil même envers Samoa Joe, Adam Cole, qui d'autres catcheurs? Même Danielson, même s'il a déjà été à la WWE, Brian Danielson, Castagnoli, MGF, ils ont un œil sur certains gars, quoi. Eh ben, ce sera pas pour l'année 2024 qu'il ira à la WWE. Peut-être dans quelques années, mais on ne sait pas. On ne sait pas en ce moment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il va bien triompher. D'ailleurs, je peux reconnaître que j'adore ce catcheur. Vu comment il est, certes, il est incroyable, il est amazing, comme on peut dire. Même s'il fait beaucoup de voltige, mais au moins, j'espère qu'il en fera pas beaucoup des caisses. Parce que c'est rare quand il fait des caisses, mais sinon, excellent lutteur. Bon, après, pour que je passe encore à la suite, je crois qu'après ça, il y a le match. Il y a beaucoup de matchs qui se poursuivent, mais que je pense pouvoir m'y perdre parce que j'ai pas envie de trop aller trop en profondeur vu comment il y a eu tellement de matchs. Par exemple, dans le pré-show, je ne l'ai pas dit, mais il y avait 3 ou 4 matchs et que ça en fait beaucoup, hein, ça en fait beaucoup à citer, mais je préfère un peu skipper tout ça. À part, je peux citer le match entre Claudio Castagnoli contre. Je sais pas si c'est Katsuyori Shibata. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'était une victoire de Castagnoli. Eddie Kingston contre un autre lutteur, mais je me rappelle plus son nom. Et ben ça, c'est conservation de titre de la part de Eddie Kingston. Qu'est-ce qu'il y a eu encore Ah oui, le match par équipe entre MJF et Samoa Joe contre les frères Guns dans le Bullet Club Gold. Je me rappelle de ce match-là, même si c'est une victoire des Face, à ce qui paraît. Samoa Joe et MJF, ce sont des Face. Et ben ils remportent le match. Et après, à la fin, ben, ils attaquent justement MJF, qui pleure sa race, qui a mal au genou et qui doit aller à l'hôpital. Et que même pendant ce segment, eh ben, il y a Jay White qui voulait demander à Tony Schiavone donc, de le déclarer en tant que vainqueur, ou même demander à l'arbitre de déclarer vainqueur Jay White par, par forfait, et qui devient champion.
et que Adam Cole, lui, il est pas content, et pourtant lui, il est blessé, mais il veut protéger l'honneur de son meilleur ami, il veut combattre pour son meilleur copain dans le main event. Donc ça a été officialisé, Adam Cole contre Jay White. D'ailleurs, Adam Cole et Jay White, bien sûr, ce sont deux catcheurs que j'adore, comme Samoa Joe, comme MJF, il n'y a pas à dire, je les adore ces gars-là. Vu comment ceux-là, ils font pas trop des tonnes, ils font les choses bien même. Mais bon, on n'est pas encore ici, on n'est vraiment pas encore ici. Le match entre équipes de Face contre Hill, Golden Jets, donc équipe de Kenny Omega contre. Enfin, Kenny Omega et Chris Jericho, contre les Young Bucks, l'élite, Matt Jackson et Nick Jackson. Les enfants du catch qui préfèrent que tout tourne autour de eux, vu comment ils pensent être les draws, ils pensent être les plus vendeurs que parmi les deux autres catcheurs, alors que c'est complètement le contraire. Et aussi, après toutes les stupidités qui s'est passées, franchement, ils ont vraiment touché le fond, la EW, je peux vous le dire. Et que il s'est passé tellement de trucs, que je préfère passer par la suite. Parce que tout ce que je sais, c'est victoire de Kenny Omega et de Chris Jericho. Et c'est Kenny Omega qui fait le pin sur Nick avec son One Wing Angel. Et qu'à la fin du match, les frères Bucks, ils pètent un câble. Ils pètent un câble, ils sont pas contents parce qu'ils ont perdu et qu'ils veulent se retirer de manière indéterminée, c'est ce que j'ai entendu, ils se retirent de manière indéterminée, mais en fait, ils préparent juste, on va dire, même pas un semi-retour, en fait, ils préparent juste leur heel turn, et que, comme ils aiment bien dire, ils adorent tuer le business, et ça les amuse, hein. Ils pensent que avec un tel surnom, ça va faire vendre, mais en vérité, ça va faire chuter les ventes de la EW. Et que c'est pour ça que la plupart des fans sur place ont été la plupart déçus, d'autres qui ont réagi comme des cons, quoi. Parce qu'il faut dire, le public, je comprends pas le public de niche. Je préfère des publics objectifs qui savent comment bien réagir, mais quand c'est des trucs comme ça, je n'accroche pas. J'aime pas tellement trop. Mais heureusement, victoire de Jericho et Omega. Sans plus, sans moins, quoi. Et que, comme j'ai dit, j'ai déjà passé au côté stupidité. Et que même le main event ne va pas non plus sauver, ne va même pas sauver du côté de Full Gear. Ça sauve pas le show. Même s'il est bon, hein, le main event il est bon, hein, et que Adam Cole, lui, il veut le faire pour son meilleur ami, et que Jay White, en bon il qu'il est, eh ben, il veut se moquer de Adam Cole, il veut se foutre de sa gueule, et qu'il veut même catcher sur une jambe pour faciliter l'avantage à Adam Cole, mais c'est impossible. Jusqu'à ce que Jay White se rende compte que il n'a pas assez ordonné aux Guns de le blesser MJF assez gravement, vu comment MJF arrive en volant une ambulance, comme un bon face qu'il fait, et que je ne comprends pas le traitement non plus de MJF. Je le préfère en tant que heel, en tant que gros enculé, en tant que diable en personne, et de le tourner face, c'est bizarre. C'est comme les équipes, hein. Je comprends pas pourquoi tout le monde fait équipe avec de telle ou telle personne. C'est un peu comme avec le traitement avec Chris Jericho. Pourquoi ils forment le Inner Circle, pourquoi ils forment la Jericho Appreciation Society alors que ça ne fonctionne pas et que ces partenaires ne fonctionnent même pas, ils sont inexistants, à part Sammy Guevara qui arrive à sortir les doigts des fesses pour briller. Donc sinon, je comprends plus, je comprends vraiment pas. Alors que MJF, il est excellent en tant que heel. Il est tellement excellent en tant que heel. Et moi qui croyais qu'il allait terminer l'année 2023 pour qu'il perd un moment le titre, et que en 2024, il débuterait à la WWE. Vu comment, comme j'ai dit, la WWE a un œil sur lui aussi. Et finalement, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas parce que il aurait re-signé en secret, sans que personne n'ait informé. Et à ce qui paraît pour 2027, donc peut-être en fin d'année 2027, ou peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il a signé pour 2027, vu comment c'est plusieurs années, et qu'il sera encore actif du côté de la EW.
Bon, après, j'espère qu'il va un peu, on va dire, remonter la pente en tant que heel, parce que pour moi, en tant que face, il est drôle, il est divertissant, mais pour moi, ça ne prend pas. Parce que nous, on a l'habitude de voir MJF en tant que gros méchant, mais en très très gros méchant même. Et là, on comprend pas du tout le traitement. Même si Jay White passait le plus clair de son temps dans le match à allumer, à allumer MJF, et que MJF, il scelle les coups de ses adversaires, il scelle les coups de Jay White, il, euh, il vend comme pas possible, même si après des multiples comebacks, il arrive, malgré la douleur au genou, eh ben, il nous fait son Hulk Up, il nous fait son côté Warrior, il fait tout son possible pour, euh, pour être dans le match, pour remporter son match, même si après il se fait calmer encore par Jay White, et que après qu'il a tenté son Blade Winner, Adam Cole intervient un tout petit peu dans le match et l'arbitre est distrait et que ça permet, si je crois bien, à MJF de placer discrètement sa bague de AEW Diamond. Ouais, je crois que c'est un peu ça comme nom. Donc sa bague, eh ben, il veut asséner un gros coup de bague en diamant sous le front de Jay White et qui remporte le match. Donc il remporte par tricherie. Donc malgré qu'il est face, il n'a pas perdu son côté heal. Parce que pour moi, le côté heal n'a pas disparu. Bon, après, il sait comment se faire apprécier, mais surtout, c'est un génie quand c'est un heal. Et MJF est très excellent, il nous a prouvé par le passé, notamment avec ses affrontements face à CM Punk, Cody Rhodes, Chris Jericho, même, je crois, Ricky Stark, quelque chose comme ça. Avec n'importe qui, il fait le bon taf. On n'a pas à le nier, il fait du très bon taf. Mais là, malheureusement, même si c'est lui le champion, même il a conservé son titre, parce qu'il faut savoir, c'est que le titre de MJF a été volé par Jay White, et qu'il a récupéré sa couronne, et que lors du Media Scrum, eh ben, il se place en mangeant un bocal de cornichons, enfin, un cornichon, il est en train de manger un cornichon en bocal entier, en train de pleurer en disant qu'il a tout fait pour cette putain de compagnie, et que il est fier de son règne qu'il a duré 1 an, parce que c'est quasiment 1 an qu'il est champion MGF, et que après, ben, je préfère passer par la suite. Donc, un show de Full Gear qui était bien, mais sans plus. C'était vraiment inexistant. Il n'y avait pas beaucoup d'émotion, il n'y avait pas de passion même. Et pourtant, ce qui fait le show, c'est la passion et le côté spectaculaire. Mais là, il n'y a pas. Il n'y a vraiment pas. Et que je comprends pourquoi Cody Rhodes, CM Punk et certaines personnes ont quitté la AEW parce que Tony Khan, il pense pas business en fait. Lui, il est fan de ses catcheurs, il est fan de sa compagnie, mais il pense pas business. C'est ça le problème. Tu peux être fan de catch, mais mets ton côté fan entre parenthèses et comporte-toi en tant que patron. Ne laisse pas tes soi-disant Vince présidents que tu les as mis sur un cadeau, enfin que tu les as mis sur un plateau d'argent pour décider à ta place. Et aussi, en tant que booker, je suis pas fan du booking de Tony Khan. Je tenais à le dire, pour moi son booking est... On disait de Vince McMahon. Vince McMahon, on peut dire que ça n'a pas toujours été excellent, mais quand ça lui arrive de faire un bon storyline de temps en temps, par exemple à l'époque de l'âge d'or du catch, de la nouvelle génération et de l'attitude era, ou un peu de la ruthless aggression, il pouvait faire du bon contenu. Malgré si le contenu était mauvais, il pouvait faire du bon contenu. Même si entre-temps il a quand même perdu pied. Mais Tony Khan, c'est pas un excellent booker. Il faudrait qu'il laisse ses bookers faire à sa place et que lui, il a qu'à aller dans son bureau, prendre des décisions comme un vrai boss. Malheureusement, il se comporte pas comme un vrai boss. Et c'est dommage. Donc, cela étant dit, on passe du côté de WWE Survivor Series Wargames 2023. Et ce qu'il y a à dire, c'est que c'est un banger. Ce show est un banger, honnêtement. Comparé à Full Gear est quand même un peu décevant. Alors que. Il était bien, mais il était décevant. Mais alors que Survivor Series Wargames vaut largement que Full Gear. Je vous le garantis, ça vaut largement. Pur et dur. Et qu'on a commencé avec le match féminin pour le Wargames.
entre les Face contre les Heels. Donc l'équipe des Face, Becky et Charlotte, avec Shotzi et Bianca Belair. Contre les Damage Control, Bailey, Io Sky, Asuka, Kairi Sane, et je crois que c'est ça. Même si Dakota Kai était présente, mais elle participe pas au match, vu comment elle est encore blessée. Mais elle n'hésite pas à intervenir pour aider ses partenaires. Et un truc que j'ai oublié de le dire et que vous avez bien senti de quoi il s'agissait, ce sont des spoilers de ce que j'ai vu lors de Full Gear, même si ça fait une semaine et demie, on va dire une semaine et demie que c'est passé et que je le cite quand même. Alors que sur leur série War Games, c'est que récemment, que aujourd'hui. Parce que la vidéo que vous êtes en train de voir, je le sors aujourd'hui. Et que j'ai été captivé par WWE War Games. Hein. Survivor Series, bien sûr, faut pas que j'oublie Survivor Series. Vu comment c'est aussi la soirée des survivants. Eh bien, on a eu des différents spots assez fous. On a Io Sky qui n'a pas hésité à se sacrifier en prenant une poubelle et en faisant son saut de l'ange avec la poubelle. Même Charlotte en faisant un moonsault du haut de la cage. Et que après, ben, c'est les Face qui prend l'avantage. Et qu'il se roule sur Bailey. Et qu'il place une table. Et c'est Becky Lynch qui conclut en faisant un Manhandle Slam, un Uranagi ou on peut dire aussi un rock bottom, sur Bailey sur la table, et que c'est elle qui remporte le match pour son équipe. Donc c'est l'équipe des gentils qui remporte le match, et que j'ai bien aimé, même s'il y en a qui vont peut-être pas aimer du tout, mais moi j'ai bien apprécié. Tout simplement, j'ai bien apprécié. Après, je vais passer aussi segment en coulisses. Il y avait pas mal de sponsors, par exemple le sponsor de Slim Jean, et aussi la sponsor des paquets de chips, enfin, les sponsors des chips, parce que les catcheurs étaient en train de manger des chips, que ce soit les mecs que les filles. Il y avait la Alpha Academy, il y avait pas mal de personnes qui mangeaient des chips, et jusqu'à ce qu'il y a les Pretty Deadly qui arrivent et que ils commencent à pourrir l'ambiance et ils commencent un peu à se foutre de la gueule d'Otis. Mais que Otis n'est pas content, balance ses chips sans s'en rendre compte qu'il a gâché son fameux festin. Et qu'on a un retour de Artrouff. Lui qu'on n'avait plus vu depuis un bail, je crois. Et que lui aussi, il a dû s'éloigner pour cause de blessures, qui se laisse vraiment comprendre. Mais bon, il est de retour et je suis sûr que les semaines qui vont arriver, il va nous faire marrer. Vu comment c'est le spécialiste de la rigolade, c'est un peu un comique, et que quand c'est un côté comique et que ça fonctionne bien, ben, je rigole comme un dingue. Mais bon, toujours plaisant de le voir. Après, ce qu'il y a eu, je ne me rappelle plus de ce qu'il y a eu. Vu comment il y a le match féminin qui m'a marqué, enfin, le War Games féminin qui m'a marqué, le match féminin pour le titre m'a marqué, et le War Games masculin qui m'a marqué. Ah oui, oui, le match pour le titre intercontinental entre Gunther, le El Ring General, le général du ring, contre le Miz, celui qui a des grosses bourres, celui qui a des grosses burnes, vu comment il se prétend avoir des plus grosses burnes de l'univers, alors que quand il était heel, on aimait bien le traiter de petit pénis. Bref, c'est une autre histoire. Et que le match était pas mal. Alors l'histoire en lui-même, je sais que Gunther ne prend pas au sérieux le Miz, vu comment le Miz est un gros divertisseur. Ce n'est pas, on va dire, un catcheur qui sait, qui sait comment catcher un peu sérieusement, alors qu'il peut catcher sérieusement. Et qu'il ne le prend pas au sérieux, il intimide, et que ça fait un peu rappeler le passé du Miz au début quand c'était un jeune catcheur au qui on le promettait pas beaux et merveilles, et qu'il était harcelé par ses idoles ou par ses supérieurs. Un fait bien réel en plus qui a existé. Eh ben, malgré les intimidations, malgré tout, le Miz a su remonter la pente, il a su devenir ce qu'il devenait dire, enfin ce qu'il devenait par la suite, une méga star, enfin une grosse star si on peut l'appeler.
Donc tout simplement, et que Gunther pense que le Miz n'a pas encore été assez intimidé. Non seulement ils veulent l'intimider pour qu'il soit un peu doux comme un agneau, un peu en dépression, mais ça n'arrête pas le Miz. Ça n'arrête pas le Miz. Il est mieux là où est-ce qu'il est aujourd'hui. Et que maintenant, il a plus de limites, plus rien l'arrête, à part les coups violents, que ça peut lui arrêter. Et bien pourtant, dans le match, le Miz, il donne tout ce qu'il a, tout pour faire chuter le général du ring, tout, il tente de tout, mais à la fin, c'est Gunther qui aura été trop fort. Il le sèche avec un lariat, il fait un big splash de la troisième corde, et il fait un single leg Boston Crab, où il maintient, c'est quasiment un Walls of Jericho, ce qu'il fait. Eh ben, il fait abandonner le Miz, et le général reste toujours le général, et qui garde toujours sa médaille. Et sa médaille, c'est sa ceinture. Comme la couronne, c'est une ceinture. On va dire ça comme ça. Bon, après ça, on a le match que je vais passer vite fait. Le match entre Santos Escobar contre normalement Carlito, mais sauf qu'il a fallu d'un segment lors du ring de SmackDown où Carlito confrontait Santos, mais que malheureusement, suite à un coup de genou, Carlito s'est blessé au bras, et qu'il fallait avoir un remplaçant, et le remplaçant, qui c'est? Dragon Lee, le prétendant au masque, peut-être le futur successeur de Rey Mysterio. Qui sait, même si c'est compliqué de remplacer Rey Mysterio, c'est compliqué, il n'y a que lui qui sait comment mettre en avant, même si sa mise en avant est un peu maladroite. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Même si Dragon Lee a fait énormément de tous les trucs possibles pour faire chuter ce jeune arrogant qui est Santos Escobar, et qu'il a fait quelques prouesses techniques assez incroyables, mais Santos, qui est un fourbe, ne laisse pas l'occasion, il va pas laisser de vrais espoirs à Dragon Lee, qui décide de le battre avec un genre de cradle shock, un peu à la manière de Chris Sabin, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un Fireman Scary, et qui fait un genre de FU, Attitude Adjustment, mais avec maintien sur la jambe. Bref, je me rappelle plus de ce nom de la prise, mais il remporte le match. Donc victoire de Santos Escobar. Mais bon, on passe, c'est pas le match qui m'a emballé le plus. Même le match féminin m'a pas emballé le plus, mais il était très bien. Il était même très très bien même. C'est le match entre Bloody Mommy, Rhea Ripley contre Zoe Stark. Alors le match féminin était sympa, vraiment sympa, même si c'était court. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Zoe Stark, elle a vraiment tout tenté pour prouver à Rhea Ripley que elle peut aller, elle peut triompher dans un main event, enfin dans un sous-main event, vu comment on va dire c'est un peu le main event féminin, même si c'est pas encore la toute fin. Et ben malgré tout, elle aura tout tenté, mais Mamie a été trop forte. Mamie a été trop forte. Parce qu'elle s'est laissée un peu faire Rhea Ripley. Mais après, à la fin, fini de rigoler. Riptile, 1, 2, 3, on n'en parle plus. Et la championne invincible est toujours championne invincible. Parce qu'en ce moment, c'est vrai, on ne sait pas qui peut détrôner Rhea Ripley. On ne sait pas qui. On a beau avoir des prétendants, on ne sait pas. Pourtant, à un moment donné, ça a peut-être lâché, à un moment donné, mais pour l'instant, profitons encore de Rhea Ripley en tant que championne. Et que voilà, tout simplement, elle a été très très dominante. Et c'était sympa. Et maintenant, on passe au main event, le War Games masculin. Et là, c'est un classique. Vraiment, c'est un pur classique. Vu comment on peut s'attendre à des bonnes choses, à des trucs absolument mémorables dans ce War Games masculin, comme de féminin. Donc c'est les deux en même temps. Et les matchs qu'il y a eu, même s'il n'y a pas les matchs qui ont été trop nombreux, ils ont été quand même très bien. Mais je pense pas qu'il y a eu un match dans le pré-show. Peut-être que oui, mais je ne sais plus. Ou alors peut-être pas. Voilà, ça dépend les avis. Eh ben, l'équipe des Face,
oui, l'équipe des Faces. L'équipe de Cody, Seth Rollins, Jey Uso et Sami Zayn est normalement Randy Orton, mais sauf que Randy Orton n'est pas encore là, il n'est pas là, vu comment durant toute la soirée, Sami et Jey ont cherché après Randy Orton, mais ils l'ont jamais retrouvé. Donc Randy Orton, il est dans les parages, il se montre pas le bout de son nez, on va dire ça comme ça. Donc pour l'instant, ça laisse place à ses coéquipiers qui font le boulot contre les heels. Donc le Judgment Day, donc Finn Balor, Damien Priest, J.D. McDonough, Dominic Mysterio et Drew McIntyre, le nouveau membre du Judgment Day, ou membre provisoire. C'est un peu comme avec Asuka dans Damage Control. Est-ce que c'est une membre provisoire? Parce que je pense que les trois japonaises, Io Sky, Asuka et Kairi Sane, vont trahir Bayley et peut-être Dakota Kai. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. Pour former un Kabuki Warriors 2.0. Qui sait, ça peut le faire. Alors que là, pour l'instant, c'est un peu un Judgment Day 2.0. Vu comment il y a Drew qui s'est incrusté, mais de manière provisoire. Ce qui m'a bien fait rire, c'est Seth Rollins, vu comment il fait son entrée avec un déguisement en forme de pénis, à ce qui paraît. Et allez, si je crois bien, c'était Witz qui avait parlé en disant qu'il faisait son entrée avec un déguisement en forme de pénis. Bizarre, bizarre de faire son entrée avec un truc aussi normalement aussi censuré. Ils sont pas censés montrer ces genres de trucs. Il y a des gosses, bordel de merde, faut pas les montrer. Ah, excusez-moi, j'ai lâché une caisse, mais je m'excuse. Ouais, ou encore les fameuses paroles de Kozak pour la EW, vu comment je suis beaucoup Kozak, comme Weeds, comme certains youtubeurs, même Catch Club, WW Fan France, n'importe qui d'autre, je les suis de près comme de loin. Même si ils m'ont jamais mentionné, mais je préfère les parler d'eux. Même Gali, même Galé, enfin Gali, Galé, ou Gail, même s'il m'avait fait une petite blague en disant Gail, moi je dis, on va dire Galé, parce que je sais pas comment le prononcer, mais c'est pas grave, je le passe le salut tout de même. Eh ben, voilà, je les suis la plupart des youtubeurs, mais là, c'est pas les youtubeurs qu'il faut suivre, c'est en parlant du match. Un match très disputé entre les Face et les Heels. Ça partait dans tous les sens, hein. Comme dans le Wargames féminin, ça partait dans tous les sens. Il y avait des Face, des Heels, des Face, des Heels, des Face, des Heels qui passaient. Et le dernier dans la cage, ce sera ben, Dominique Mysterio qui fera son entrée aussi dans le Wargames et qu'il va faire le boulot. Et ce qui est bien dans le Wargames, c'est qu'on peut utiliser des objets, faire ce qu'on veut sans que les arbitres ont à se mêler, ont à se mouiller au match. Et qu'on attendait le dernier participant pour les Faces. On attendait le dernier. Et ben au moment où les Heels dominaient totalement les Faces et que les Heels ils sont à terre, ils sont KO, ils peuvent plus bouger, et ben on attend le dernier Face. Et le dernier face, euh, c'est pas le dernier face, et ben c'est pas encore cette personne, et ben c'est, on va dire, celui qui fait son entrée, c'est Rhea Ripley. Et je me suis dit, what? Rhea Ripley? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle, Mamie tourne sa veste envers ses poulains? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que j'ai du mal à comprendre avec ce booking avec le Judgment Day, en disant non, il n'y a pas de leader, ouais, c'est Damien Priest le leader, ah non, c'est Finn Balor le leader, non, c'est Mami, c'est Rhea Ripley, la leaduse, vu comment c'est la chef. Au début, c'était la suiveuse, maintenant, c'est la, la patronne, c'est la patronne. Avant, c'était Finn Balor, mais maintenant, il a cédé sa place à une prodige comme Rhea Ripley. Et que Damien Priest prétend être le leader, vu comment il avait déconseillé à Drew de trop se précipiter, vu comment il faut suivre le plan. Ça, c'est un peu le problème de Drew McIntyre, hein, parce que c'est vrai qu'il a la fâcheuse tendance de pas réfléchir, foncer dans le tas, sans penser à une stratégie. Donc, est-ce qu'il est comme ça? Peut-être
qu'il a un peu de tête de pioche, j'aimerais bien l'appeler comme ça, même si j'adore Drew McIntyre. J'adore Drew McIntyre, c'est juste que il fait un peu ce qu'il veut, il fait un peu à sa tête, quoi. Il en fait qu'à sa tête. Et que il faut un peu penser à une stratégie. C'est ça le plus important. Et maintenant, je bois un tout petit coup. Et je poursuis. Donc, Rhea Ripley arrive avec la mallette. Elle veut qu'on cash-in tout de suite sur la cage. Elle veut cash-in. Mais là, au moment où la musique se démarre, vous savez la musique de qui? La musique du Viper, de Apex Predator, de Legend Killer. Randy Orton est de retour. Randy Orton est de retour. Et grosse pop de la foule. La foule a popé pour Randy Orton. Et Randy Orton, ça se voyait qu'il était heureux d'être là. Et que, à peine commencé le match, il allume Dom, il allume Damian Priest, il allume Finn Balor, il allume JD McDonough, il allume Drew McIntyre. Et même les faces commencent à prendre l'avantage. Ça fait des gros spots sur gros spots sur gros spots sur gros spots. Et que ça s'enchaînait de succession de prises et de coups en tout genre. Surtout en RKO, Randy Orton va faire que des enchaînements de RKO. RKO sur Dominique, RKO sur JD McDonough du haut de la cage, RKO sur Finn Balor, RKO sur Drew McIntyre, RKO sur Damian Priest. Et après ça, je crois qu'il va laisser en pâture à Cody Rhodes, qui va faire un crossroad sur Damian Priest et qui remporte le match. Donc encore une fois, Damian Priest, il loupe sa chance au titre. D'ailleurs, c'est un peu douteux leur manière de faire une stratégie comme ça. Je me demande, mais à quoi ils pensent en faisant ça? Un jour ou l'autre, il va peut-être perdre sa mallette, hein, qui sait, hein, en faisant ce genre de truc. Mais bon, victoire des gentils, victoire des face. Il faut une belle célébration. Et que je pensais que c'était la fin du show. Je pensais vraiment, vu comment je ne l'ai pas regardé sur le network, mais j'avais regardé les extraits sur YouTube, sans trop, on va dire, skipper la plupart des moments, sans vraiment trop skipper. Et que là, au moment où on s'attendait le moins, peut-être que les fans s'y attendaient, peut-être pas les catcheurs, enfin ça dépend s'ils attendaient, mais une musique retentit, Living Colors, Cult of Personality, comme le fameux surnom, Kennedy et Mussolini, on accueille The Straight Edge Superstar. The best in the world. Le meilleur au monde. Vous savez bien de qui je parle? Oui, vous avez deviné. CM Punk est de retour. CM Punk est de retour, mes amis. D'ailleurs, vous voyez bien par les photos, vu comment je mets des photos un peu partout sur la vidéo, eh bien vous voyez, CM Punk est de retour. C'est un bonheur. C'est... J'arrive pas à vous essayer de me concentrer, mais c'est excellent. CM Punk est de retour, mes amis, à la WWE. Après plus de, je sais pas, 9-10 ans qu'il est plus revenu à la WWE. Et après un passage mouvementé à la EW, auquel il voulait améliorer les choses, faire booster les audiences de la EW, montrer à quel point que c'est sa nouvelle maison, lui qui était heureux de revenir, et que après ça a mené des déchéances à la EW, notamment avec les disputes avec les Vince présidents, les conséquences terribles avec Eggman Page et Jack Perry, Jungle Boy. Et bien le revoilà à la WWE, de retour dans sa maison, avec le public qui chante son nom. CM Punk, CM Punk, CM Punk, CM Punk. Oh là là, c'est sûr CM Punk qui jubilait, hein. Il était heureux de voir son public, et que même au moment où il était heureux de voir son public, eh ben, il savoure l'instant. Il savoure vraiment l'instant. Et ce que je me rappelle aussi, c'est que dans le... Allez,
Il y avait une vidéo qui tourne sur Twitter, à ce qui paraît, c'est une vidéo sur Twitter, parce que au moment où Punk fait son retour et qu'il il s'amuse avec la foule, eh ben, le show s'arrête, mais dans le... allez... ah putain, je l'ai dit. Mais dans une vidéo sur Twitter X, eh ben, il y a une vidéo qui tourne autour de Seth Rollins. Comme quoi, il est pas content de le voir arriver. Et à ce qui paraît, même Drew McIntyre n'était pas content de le voir arriver. Parce qu'à ce qui paraît, il a quitté directement l'arène et qu'il est retourné dans son vestiaire en claquant la porte. Je ne comprends pas pourquoi il y en a qui n'ont pas été contents. Eh ben, Seth Rollins, dans une vidéo d'un fan, eh ben, il fait un doigt d'honneur à CM Punk et CM Punk l'a remarqué, l'a même vu et que ben, Seth Rollins lui dit va te faire foutre, on veut pas te voir toi ici. Donc il se montre insultant vers CM Punk et CM Punk ben, il fait genre ok, il m'en veut. Si je l'ai fait du mal, je m'en excuse, mais en tout cas, désolé pour toi, frère, mais je suis de retour. Je suis de retour à la WWE, mais pour de bon. Et aussi, bah, je comprends pas pourquoi l'attitude de Rollins en fait. Peut-être que c'est un walk, que c'est un, un, un segment comme ça hors caméra, parce que ça n'a pas été filmé par les caméras de la WWE, ça a été filmé par les téléphones des fans présents sur place, et que Rollins fait un doigt d'honneur, il insulte. Bref, j'ai pas compris pourquoi ce tel geste, enfin, ce telle attitude comme ça. Et que je me demande, mais qu'est-ce qui t'a fait, CM Punk? Pourquoi t'as eu un différend avec lui il y a près de 10 ans? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je ne comprends pas. Peut-être qu'on n'aura jamais le dernier mot, même si on se rappelait en début d'année 2023, pendant la sortie du jeu WWE 2K23, où il y a John Cena qui joue, enfin, où il y a John Cena en couverture. On sait qu'il avait sorti sa fameuse promo en interview d'un journaliste en disant que CM Punk c'est un cancer, qu'on veut pas le voir. Parce que oui, on sait que CM Punk c'est un connard. On sait que il peut provoquer des bagarres. Mais si jamais il a changé, que c'est plus le même qu'avant, parce que Triple H avait même dit en interview comme quoi, voilà, les choses ont changé, le business a changé, j'ai grandi, il a grandi, on a tous grandi, et que maintenant on veut faire principe business et penser au bon catch. Eh ben, vous savez, suite à le retour de CM Punk, je suis sûr que ça vous dit au moins quelque chose. Suite au retour de CM Punk à la WWE, la EW, c'est comme le Titanic, hein. Comme dans le film dans Titanic, quand il croise un iceberg, eh ben le Titanic de la EW, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de couler. Et ça peut mener même à une faillite, hein, qui sait, hein. Donc là, c'est sûr, la EW aura, aura bien existé, mais là, en faisant trop de la merde, là, c'est sûr, la qualité de produit baisse en flèche, hein, de la EW. Et que j'en reste sur ma faim. En tout cas, retour de Punk mémorable. Un petit peu du côté de Randy Orton, même si c'est plus la pop pour CM Punk, parce que CM Punk, on l'attendait depuis toutes ces années à la WWE, mais que même s'il a eu des désaccords avec la compagnie, avec la fédération, il a trouvé un moyen de se racheter, et que on espère que ce n'est plus CM Punk qui a 10 ans, quelqu'un qui provoque des disputes, des bagarres. Maintenant, j'espère qu'il a changé, et que, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, j'espère qu'il va en terminer sa carrière de manière tranquille avec la WWE. Un peu comme Randy Orton, parce qu'il faut savoir, c'est que Randy Orton, s'il est revenu, ben, c'est qu'on ne pensait pas pouvoir le voir venir. Vu comment, il y a un an, il était blessé au dos, et il a fait une opération qui a failli arrêter sa carrière, et que là, de le voir revenir et que on espère que son dos va tenir, parce que une opération au dos comme au cou, c'est très dangereux, et que on le souhaite vraiment à personne, et qu'il faut pas rigoler de ça. Mais espérons que lui aussi ça va bien pour lui, et qu'il va terminer sa carrière de manière tranquillement,
Et pareil pour Punk, j'espère qu'il va terminer sa carrière à la WWE tranquillement, sans dispute, sans rien, et que voilà, on demande que du meilleur aux deux lutteurs, surtout à Punk. J'espère que ça va mieux dans sa vie, j'espère que il a fait du changement. Bref, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc ça a été excellent pour moi de tout dire, de ce qui s'est passé à Full Gear, de ce qui s'est passé à Survivor Series War Games, et un peu la remarque un peu négative de ce qui s'est passé lors de Dynamite. Et voilà, même si certains fans, la plupart le savaient, hein, mais d'autres pensaient que ce serait faux, que ce serait du troll. Et bien putain, heureusement que c'est arrivé. Et que même moi je disais, est-ce qu'il va peut-être arriver? On sait pas. Eh ben, on a bien fait de imaginer et ils l'ont fait. CM Punk l'a fait, la WWE l'a fait. Maintenant, allons voir à quoi ça donne. Et let's go, c'est parti. C'est parti. Et que là, c'est sûr, on va vraiment bien kiffer le catch comme avant. On l'espère. Vraiment, comme avant, on va bien kiffer. Donc voilà, c'était tout pour les vidéos que je tenais à dire. Donc on va dire c'est tout pour cette vidéo de récapitulatif entre Survivor Series War Games et Full Gear et tous les remarques comme ça. Donc c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.